Voilà donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va continuer sur notre session de formation. Hier, on a eu une journée assez chargée quand même. Alors, donc, je propose pour la deuxième journée trois choses déjà qui seront à l'état de service aujourd'hui. Bon, on va d'abord faire un débriefing. J'ai l'habitude toujours, quand on fait quelque chose, de voir ce qu'on a retenu et puis qu'est-ce qu'on a pu quand même avoir comme première perception sur la première session. Maintenant, après, on aura une étude de cas. Je pense que je vous ai présenté ça hier. J'espère également que vous avez eu le temps de faire ça, parce que je vous ai dit que l'idéal, ce n'est pas de refaire les travaux de groupe, mais qu'on puisse passer à la correction. Si c'est fait, tant mieux. Si ce n'est pas fait, bon, on va peut-être vous donner quelques minutes supplémentaires pour que chacun réfléchisse sur cette étude de cas-là. La troisième chose aujourd'hui qui va nous tenir tout au long après de la moitié du cours, c'est la séquence 3 qui porte sur la surveillance de l'environnement. Alors c'est un point extrêmement important et j'espère qu'on fera une deuxième étude de cas sur le cas de Nike. Hier on a parlé de Nike, Nike qui a eu à délocaliser sa production, sa commercialisation et même qui a eu à délocaliser un peu une partie de ses activités dans un pays asiatique. Hein. Okay? On verra donc les implications du point de vue économique, du point de vue social. Voilà. Et aujourd'hui également, avant qu'on ne se quitte, je voudrais que les gens s'initient un peu à la démarche de veille. C'est-à-dire, je voudrais que demain matin, à la première heure, que les gens me reviennent avec un certain nombre d'informations sur leur secteur, le secteur économique. Vous êtes dans quel secteur? Est-ce que vous connaissez les tendances de votre marché? Le chiffre d'affaires de votre secteur? Ça, on ne peut pas être dans l'agro-business et ne pas savoir quel est le chiffre d'affaires global du secteur. Non. Quand je serai peut-être dans les domaines des TIC, il faut que je puisse avoir une idée sur le chiffre d'affaires du secteur. Ça, c'est des implications qui sont très importantes et que le manager doit surveiller quand même, n'est-ce pas, son environnement de façon pérenne et de façon quand même, de façon perlée. Voilà, donc c'est une démarche qui va être présentée et chacun aura à réfléchir sur un certain nombre d'informations à collecter. Et demain matin, à la première heure, on va présenter cette démarche de veille pour chacun. Et demain, ce sera la journée du business plan. Je sais que beaucoup de gens s'intéressent à ça. On va avoir une première découverte de ce business plan. Et je vais vous dire déjà quelles sont les qualités du business plan, quelles sont les erreurs à éviter pour le business plan. Il y a 10 erreurs à éviter, on va y revenir. Et enfin, je vais vous donner en tout cas les grandes idées pour élaborer un business plan. Parce qu'à la fin de votre formation, je pense qu'il y aura un jury qui sera devant vous et vous serez jugé sur la base de votre business plan. Alors, le plus ou le bonus, c'est que je vais mettre à votre disposition un canevas qui va vous permettre de pouvoir rapidement transposer votre étude financière. Vous n'avez plus besoin de programmer ça. C'est un logiciel qui est déjà préétabli sur Excel. Et une fois que vous connaissez vos besoins de financement, les charges d'exploitation, vous les mettez sur ce tableur Excel et ça vous génère tout. Donc c'est un gain énorme de temps. Je pense que vous aurez besoin de ça. OK? Donc le petit conseil que je donne à ce niveau, il faut éviter que le business plan soit délocalisé, c'est-à-dire externalisé. C'est-à-dire vous êtes des managers, vous devez connaître mieux votre business plan que qui que soit. C'est bien quand même de dire à un financier, oui, aidez-moi à faire le business plan, mais il ne faut pas délocaliser votre business plan. Parce que le financier, il a toujours le réflexe d'un financier. OK? Lui, ce qui l'intéresse, c'est de sortir les chiffres sans voir l'implication peut-être même du point de vue social, du point de vue économique, etc. Alors que vous connaissez le projet mieux que qui que soit. Donc ça aussi, il ne faut pas accepter
Et je pense que même c'est le but de la manœuvre dans ce programme que vous êtes en train de suivre, c'est de faire en sorte que vous soyez quand même le maître d'œuvre de votre business plan. Bien sûr, vous aurez un accompagnement. Nous serons prêts toujours, à commencer par moi, à vous accompagner dans l'élaboration du business plan. Okay? Donc n'hésitez pas. Mais il ne faut pas délocaliser totalement l'élaboration de votre business plan. Okay? Les grandes lignes, c'est vous. La recherche de l'information sur votre secteur, c'est vous. Vous connaissez votre cycle de production. Alors, si vous voulez être un aviculteur, moi je ne suis pas un aviculteur. L'aviculteur doit connaître quand même les techniques quand même de production qui le concernent. Et puis, il doit même pouvoir quand même donner un certain nombre d'informations sur le réseau de distribution. Et ça, le financier peut-être n'a pas ce réflexe-là. Donc, autant vous pouvez demander, n'est-ce pas, de l'aide à un expert financier ou financier, autant vous devez prendre la responsabilité également d'être à l'aise sur un certain nombre d'informations par rapport à l'élaboration de votre business plan. Ça aussi, c'est un conseil majeur qu'on vous donnera. Ne laissez jamais quand même votre business plan être élaboré par quelqu'un à 100%. Il faut toujours le téléguider. Parce que sinon, ce qui risque d'arriver, il élabore votre business plan, vous dites que c'est bon, l'essentiel, c'est les chiffres qui m'intéressent. Mais le danger, c'est que devant le banquier demain ou devant l'investisseur, vous aurez du mal à expliquer beaucoup de choses. Parce que vous n'êtes pas à l'aise dans ce business plan. Donc ça aussi, on va y revenir demain. Donc ce sera vraiment la journée du business plan demain. Pour un peu permettre à tout un chacun également de me dire ce qu'il a déjà fait dans le business plan, tant mieux, et éviter les erreurs. Parce que j'ai l'occasion pour vous de me donner quand même les grandes informations par rapport à ce début d'élaboration. Pour ceux qui en ont, on verra est-ce que le business plan est bien élaboré ou non. OK? Voilà. Très bien. Bon, on commence le débriefing. Micro, là, pour voir un peu ce que les gens ont retenu comme information hier. Puis allez-y. On a vu au départ la définition de l'entreprise. Et comment elle est définie? L'entreprise est définie comme une entité ou une organisation qui a des moyens, des objectifs. Très bien, une finalité. Les finalités, mais aussi c'est une somme d'individus. On avait dit aussi c'est une structure caractérisée par une bonne structure. Oui, une bonne structuration. Et cette structuration, c'est quoi, du point de vue quoi? Organisationnel. Organisationnel, très bien. Et hiérarchique. Très bien, super. C'est un premier élément, la définition. Est-ce que c'est seulement ça qu'on a vu? On peut rebondir, hein? Tout le monde peut rebondir. Hein? Ça, la parole est ouverte hein, à tout un chacun. Bonjour, Yves Diop. Donc on a parlé aussi de deux outils importants qui sont la veille économique. Donc on a parlé de la veille économique, puis de la structure technologique. De la démarche d'intelligence. Quelle est la différence entre les deux? On va y revenir beaucoup aujourd'hui, mais quelle est la différence entre la veille et l'intelligence économique? Si je me rappelle bien, la veille économique, c'est en fait s'assurer de connaître son marché. La collecte d'informations sur le marché. Oui. Puis au niveau de la démarche d'intelligence économique, c'est pas la recherche et développement. C'est une démarche d'anticipation. La veille, c'est aujourd'hui une collecte d'informations présente sur votre secteur, excusez-moi, alors que la démarche d'intelligence économique, c'est une démarche d'anticipation. On va dire même c'est la prospective, n'est-ce pas? Okay? Parce que ici, vous cherchez à anticiper sur les menaces et les opportunités sur votre secteur. OK? Alors que la veille économique, c'est le fait, avant même d'être dans un secteur ou d'élaborer votre business plan, d'avoir un certain nombre d'informations sur votre secteur. Et cette veille doit être périodique. Okay? Tous les jours, le manager, c'est celui qui doit guetter les bonnes informations et les mauvaises également sur son secteur. S'il y a une politique qui est prise par l'État, il faut rapidement quand même connaître cette politique-là. S'il y a un décret, un arrêté, ou même des implications sur votre secteur, vous devez connaître quand même ces informations-là et pouvoir quand même les suivre de façon régulière. Oui? Ça donc, on est allé
dans le sens quand même de la surveillance. Et on a vu quoi encore? En fait, il y a le deuxième point qu'on a vu hier. On a vu les différentes fonctionnalités de l'entreprise. Fonctionnalité ou fonction? Fonction de l'entreprise. Oui. Et parmi ces fonctions, il y a quoi? On a la fonction de production. Oui. On a la fonction financière, la fonction commerciale, la fonction administration, administrative, la fonction information, communication. Après, on a vu aussi la classification des entreprises. Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit point sur ces fonctions-là? Alors, pour la fonction de production, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à quoi consiste cette fonction de production pour une entreprise? D'après les informations qu'on a hier, vous avez dit que la fonction de production est le cœur de l'entreprise. De l'activité de l'entreprise. De l'activité de l'entreprise, surtout industrielle. C'est ça. Oui. Maintenant, on a défini... Et quelle est la relation entre la fonction de production et les autres fonctions, par exemple avec la fonction commerciale? Ce qui existe entre les deux fonctions, d'abord la fonction production produise les produits et les livre à la fonction commerciale. Qui fait quoi? Qui distribue ces produits à les vendeurs. Alors, mais en fait, important, c'est-à-dire quand vous produisez en fonction de quoi? Des spécifications et de la segmentation de la clientèle. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'avoir un produit qui est standardisé. Ce qui lie donc la fonction commerciale avec la fonction de production. J'exprime des besoins des clients et vous me produisez quand même, ou vous me donnez un produit fini qui répond, n'est-ce pas, à ces caractéristiques. Okay. Oui, vous parlez donc de l'expression des besoins d'abord. C'est ça. Oui. De la fonction commerciale vis-à-vis de la fonction de production. Et cette dernière maintenant va produire en fonction de la spécification. Oui. Ok, très bien, M. Ba. Donc on va laisser quelqu'un d'autre. Oui, là d'abord et voilà, après vous allez. Ok. Bonjour. Bonjour. On avait également dit qu'après la phase de développement d'une entreprise, il y a 3 phases qui suivent. La phase de croissance, la phase de maturité et le déclin. Ouais. Et durant la phase de maturité, c'est le pic de l'entreprise, là où il connaît le plus de ventes et tout. Et s'il n'arrive pas à innover, il peut disparaître du marché. Très bien, c'est important ça. Et ça, en tant que manager, il faut le savoir. Hein. Maintenant, comment maintenant une entreprise peut détecter qu'elle est en phase que son produit est en phase de déclin? Comment? On dit qu'il y a des outils qui nous permettent d'apprécier ça. Vous vendez, tout le monde est content. Mais comment vous pouvez déjà anticiper sur le fait que votre produit est en phase de déclin? Oui, allez-y. Oui, vous pouvez donner un début de réponse et puis on va compléter. Je pense qu'il y a 2 micros. Par exemple, si tout marche et que genre, vos clients, genre, vous commencez à perdre petit à petit vos clients. C'est bien. Également. Un suivi de votre part de marché. Part de marché. Déjà, ça peut être un bon indicateur global. Ensuite, il y a quoi? L'arrivée de nouveaux concurrents. L'arrivée de nouveaux concurrents. Et ça, il faut que vous fassiez donc un travail de veille pour savoir votre concurrent propose quoi comme produit par rapport à vous. Autre élément important qu'on a dit hier, il faut réaliser quoi? Il faut réaliser des enquêtes des enquêtes après-vente. Pour avoir la satisfaction des clients. Des clients, savoir voilà. Ce qu'ils pensent du produit. Du produit, c'est ça. Et ça, il faut le faire de façon régulière. Vous savez, il y a l'enquête mystère. Le fait de donner quand même la parole aux clients et que ça soit de façon anonymisée. Alors, l'autre possibilité, c'est vraiment si vous avez les moyens, de confier ça à un cabinet de marketing ou, n'est-ce pas, qui s'occupe, n'est-ce pas, des études, pour avoir au moins une idée sur la perception de la clientèle sur toujours le produit. Parce qu'on l'a dit hier, le client va au fur et à mesure atteindre ce qu'on appelle un point de satiété.
et en microéconomie, un peu partout en économie de la consommation, lorsque ce point pic, n'est-ce pas, est atteint, le client est satisfait. Et ce qu'il recherche, c'est un nouveau produit, ou en tout cas un nouveau développement quand même du marché. OK? Très bien. Et oui, on vous donne la parole pour... Bonjour. Je voudrais rappeler qu'on a vu également les différents statuts juridiques. Très bien. Comme par exemple l'entreprise individuelle. Oui. Donc, qui a des responsabilités illimitées. Illimitées pour le gérant. Pour le gérant, oui. Qui est seul. On a également vu la société à responsabilité limitée. Limitée. Dont les responsabilités du gérant. Et le nombre de personnes pour la SARL, c'est 2. Hein? Donc ça aussi, il faut le 2 minimum. Hein? 2 minimum. OK, ça aussi, il faut le retenir. Oui, allez-y. Hein? La SARL, oui. Donc ces responsabilités se limitent uniquement à ses apports. C'est ça. Et mais ils sont solidairement responsables quand même quand il y a dette, hein, par exemple. OK? Ou faillite. OK? On a également vu les GIE et les sociétés en non collectif. Alors, on a dit que les GIE poursuivent une activité non lucrative. OK, très bien. Merci. Merci beaucoup. Oui. Allez-y, donc on va... C'est bien. Bien déjà. Vous avez le support ou pas encore? On n'a pas encore posté ça. OK. Très bien. Hier aussi, on avait vu ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Ah oui, c'est important. Il y a eu beaucoup de débats sur ça. Où est notre agronome ou agroéconomiste là? Oui, allez-y. Qui est égal à la production moins les consommations intermédiaires. Et les consommations intermédiaires, c'est quoi? Les matières premières. Oui. L'énergie. L'énergie, si on l'utilise. Et les produits semi-finis. Produits semi-finis, très bien. Et comment maintenant, quels sont les facteurs qui interviennent dans la production? Au-delà des consommations intermédiaires. On a dit qu'il y a 2 facteurs de production qui interviennent principalement. On a dit hein, le capital et le travail. Le capital appartient aux actionnaires de l'entreprise qui peuvent apporter soit des numéraires, qui peuvent apporter un apport en nature ou un apport, n'est-ce pas, en industrie. Ça, il faut le savoir. Alors, l'autre facteur, c'est le facteur travail. Et donc, le facteur travail, ce n'est rien que quand même la contrepartie de la rémunération quand même du salaire. OK? Très bien. Est-ce qu'on n'a pas oublié? Là-bas, oui, on va prendre après lui et... Très bien. Bonjour à toute l'assistance. Ouais. Voilà, merci donc professeur Diop. J'étais pas là hier, j'étais en train de suivre en live, ouais. Donc j'étais sur la route en train de rejoindre Dakar. Absolument. Voilà, j'ai trouvé donc les présentations assez pertinentes, très intéressantes. Voilà, donc tout à l'heure vous m'avez fait, donc je vous remercie en tout cas donc de nous faire un rappel donc en microéconomie, donc la notion de satiété, satiété, oui. Satiété au point de saturation. Oui. C'est en fait, si je me rappelle bien, c'est la théorie de l'utilité décroissante. Exactement, en microéconomie, tout à fait. Voilà, donc en relisant, parce que c'est en arrivant juste parce qu'avec la route, c'était assez instable, la connectivité. Tout à fait. Et j'ai pu télécharger donc les vidéos que j'ai dû écouter, donc pas trop. Donc, ce que j'ai retenu, à part la définition de l'entreprise, qui est une organisation économique, donc de statut juridique déterminé, qui réunit donc des moyens humains, matériels, financiers en vue de produire des biens et services destinés à la vente. Donc ça, c'est la définition assez synthétique d'une entreprise. Il y a aussi donc les répartitions, formes juridiques, SARL, GIE, etc. On a fait ici, j'ai pu entendre aussi la comparaison des avantages et inconvénients GIE. Et société individuelle aussi, hein, parce qu'il y avait des défenseurs de la société individuelle là. Bon, on s'est dit que on va avoir quand même une humilité administrative et financière. Quand je suis un entrepreneur individuel, l'entreprise m'appartient, mais l'entreprise appartient à tous les salaires. Tous les salariés. Vous pouvez prendre des décisions individuelles, mais il est préférable que quand vous êtes entrepreneur individuel, que vous utilisez l'approche, ce qu'on appelle l'approche de la collégialité dans la prise de décision. Parce qu'à défaut, vous allez utiliser ce qu'on appelle le management de haut niveau. Il faut plutôt utiliser le management de proximité, d'autant plus que votre entreprise, quand elle est déjà individuelle, c'est une entreprise qui va tourner autour d'une dizaine de personnes.
Et ça, vous n'avez pas besoin d'avoir des liens hiérarchiques assez rigides, quoi, okay, qui peuvent même freiner quand même l'ardeur. Okay, oui. J'aimerais aussi donc, après faire le point sur, donc il faut au préalable faire une étude de faisabilité. Et parmi dans cette étude de faisabilité-là, il y a une faisabilité voilà, qui est très importante, la faisabilité environnementale. Absolument. Parce que, en fait, toute entreprise a donc nécessairement un impact sur son environnement, absolument, sur sa localité. Donc, je prends l'exemple, donc, je ne vais pas citer de nom, une entreprise qui oui, il est préférable même, voilà, donc, de ne pas citer. Voilà, donc qui fait dans le domaine de l'extraction minière, donc vraiment avec les risques de pollution de la localité, etc. Voilà, du point de vue aussi, il y a certaines localités religieuses. Imaginez une cité religieuse où on interdit donc aux filles, aux femmes de porter des perruques, des mèches. Quelqu'un comme moi, donc têtu, voilà, donc qui vient et qui désire installer une entreprise. Et ça, donc la faisabilité. Et ça, on va le voir, hein, parce que c'est l'impact même socio-culturel. Hein. Oui. Vous savez, maintenant, il y a des entreprises même qui sont carrément spécialisées dans la production de produits halal. Et si vous allez même à Londres, il y a même des rouges à lèvres halal, les dames. Pour vous dire que maintenant, chaque industrie doit s'adapter par rapport à l'environnement socio-culturel quand même de... Voilà, le halal, c'est donc selon les pratiques édictées par l'islam. Ce n'est pas seulement dans tout ce qui est vente de viande halal, tout ça, mais les gens même sont allés jusqu'à proposer des produits cosmétiques halal, carrément. Ça veut dire qu'ici, la segmentation de la clientèle a son importance. Si vous voulez avoir un marché qui est pérenne, parce que souvent, c'est des cibles qui croient en quelque chose, et vous ne pouvez pas, a priori, quand même leur donner, n'est-ce pas, des leçons contraires. C'est-à-dire la croyance religieuse ou la croyance culturelle est très importante dans la définition même de l'entreprise. Ok, ça aussi, il faut le savoir. Ce que vous dites est extrêmement important. Dans certaines cités religieuses, que ce soit de confession musulmane ou catholique, vous ne pouvez pas peut-être implanter une industrie, n'est-ce pas, voilà, qui va fabriquer peut-être certains produits qui sont interdits. Vous voyez un peu? Voilà, donc ça c'est extrêmement, on va y revenir, les considérations socio-culturelles ou religieuses, oui. On prend là et puis, pour pouvoir maintenant passer à l'étude de cas. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, on avait aussi parlé du secteur de l'entreprise. On avait dit qu'il existait 3 secteurs. La classification selon le secteur de l'entreprise. Très bien, ça aussi on a, oui. On a vu le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Est-ce qu'on peut nous dire à quoi consiste, quels sont les éléments qui permettent de caractériser le secteur primaire? Maintenant, vous avez dit que le secteur primaire est caractérisé par les matières premières. Ça va, par exemple, l'agriculture ou l'élevage. La transformation de ressources naturelles. Naturelles, oui. Naturelles. Alors que pour le secteur secondaire, c'est la transformation de matières premières qui sont issues du secteur. C'est l'agrobusiness, tout ça, exactement. Et le secteur tertiaire, ça concerne les services. Par exemple, voilà, comme la télécommunication, les transports, les services financiers, banques, tout ça, assurance. Voilà. OK? Oui. Et donc, vous devez, et je pense que c'est la prochaine question pour tout le monde, quel est le secteur, n'est-ce pas, dans lequel vous évoluez, où vous voulez évoluer? Ça aussi, il faut, comme ça, on va faire les recadrages nécessaires, quoi, rapidement. Dernière intervention. Je pense qu'il a marché sur ma langue, c'est ça que je voulais dire. Mais je vais ajouter aussi, on avait vu que les investissements. Oui. On a vu les investissements corporels et les investissements incorporels. Ah d'accord, ça c'est au niveau quand même de quel point? Du cycle de la fonction financière. Alors voilà, pour la fonction financière, comment elle est caractérisée cette fonction financière? Il y a combien de cycles dans la fonction financière? Il y a 3 cycles. Il y a 3 cycles. Le cycle de financement qui est le cœur, le moteur de l'entreprise. Et ce cycle de financement permet de financer quoi? Le cycle d'investissement qui est un cycle à long terme, où on retrouve les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le cycle d'exploitation, qui est composé du financement de quoi? Oui, on va dire des besoins à court terme, l'achat de matières premières, l'achat de marchandises, et pour faire face à des charges, par exemple, d'exploitation, telles que le paiement des salaires. Alors, on a dit que lorsque vous ne gérez pas efficacement votre cycle d'exploitation, ça peut aboutir à ce qu'on appelle des tensions de trésorerie.
Et si vous sollicitez une banque une fois pour les tensions de trésorerie, ça peut marcher. 2 fois, oui, on va vous surveiller. Mais si ça continue tous les mois, ça veut dire que ce n'est plus des problèmes conjoncturels, mais c'est des problèmes structurels. Et donc, ça demande un peu plus de stratégie de développement. Ça aussi, il faut le savoir. Il faut éviter, n'est-ce pas, de fonctionner sur des découvertes à chaque fois. Si vous le faites, le banquier va vous regarder avec un très mauvais œil. Donc, mieux vaut prendre un cycle de financement à long terme qu'un cycle de financement à court terme. Vous revenez tous les mois pour demander un découvert. Ça veut dire que la stratégie de financement n'est pas la bonne. Mieux vaut prendre une stratégie de financement qui va vous permettre de couvrir vos besoins pendant 2 ans, 3 ans. Le temps d'avoir à générer ce qu'on appelle des cash flows conséquents. OK? Voilà, je pense qu'on a, oui, 2 petites interventions ou 3 avant qu'on passe, oui, Olivier. Je ne sais pas si on a parlé aussi de la notion de... On est revenu sur la notion de... Oui, appuyer, oui. Oui, appuyer un peu. Parce que... Voilà, je ne sais pas si on est revenu un peu sur la notion de valeur ajoutée. Ah oui, oui. Très important. Ouais. Voilà. Donc, on a d'un coup les intrants, donc les inputs. Et quand on parle d'input, c'est les consommations intermédiaires. Ce que vous mettez, n'est-ce pas, pour pouvoir quand même dégager une valeur ajoutée. Voilà, et l'output, c'est quoi? Première, on a l'énergie, on a les produits semi-finis. C'est ça. Et à partir de ça, on injecte le capital. C'est ça. Qui peut être du numéraire, de la nature ou de l'expertise. Absolument. Et il y a également le travail apporté par les salariés qui fournit la production et crée cette valeur ajoutée-là, qui est importante pour la viabilité et la solvabilité de l'entreprise. C'est très bien ça. Oui, et après, au-delà. D'accord, Kat, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est le débriefing. Il n'y a pas de souci, allez-y. Vous aviez aussi parlé du chiffre d'affaires. Oui, le chiffre d'affaires. Ah oui, c'est important, qui dépend de la conjoncture. Donc, le piètre des managers, c'est celui qui pense, c'est ce qui pense que le chiffre d'affaires est linéaire. Un chiffre d'affaires n'est jamais linéaire. Ou de prévoir dans le business plan que je vais dédoubler ou je vais doubler mon chiffre d'affaires, quelle que soit la conjoncture. Si vous le faites, vous passez à côté. Le chiffre d'affaires, le résultat doivent être bâtis ou élaborés sur la base de l'analyse de la conjoncture. Et dans la conjoncture, c'est une bonne appréciation de l'environnement et du marché. Ça, on va y revenir dans le business plan. Très bien. Ça, c'est très important. Oui, je pense qu'il y avait... Bonjour, il y avait... oui. Vous avez le micro, oui. Bon, moi j'ai une question concernant le secteur de l'activité de l'entreprise. Bon, il paraît qu'il y avait un 4e secteur, mais qu'on ne tient pas beaucoup plus en compte. Il s'agit du secteur quaternaire. Alors, quaternaire, c'est vraiment tout ce qui est service avancé, trop avancé. Mais bon, quaternaire, c'est vraiment la haute technologie. Hein? OK, oui, Al. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est des technologies avancées. Mais ça, c'est juste une démarche, vous savez, macro-sectorielle. Hein. Mais je vous dis, le secteur des télécommunications figure bien dans le secteur, n'est-ce pas, tertiaire. Ça, c'est une décomposition nouvelle par les concepts d'émergence, etc. Mais vous savez qu'il y a 3 secteurs. Maintenant, le secteur des technologies était tellement important que les gens étaient dans cette dynamique de pouvoir le scinder. Parce que si vous voyez au Sénégal, le secteur des télécoms tire un peu le secteur des services. Et donc, vu l'importance de ce secteur, les gens ont voulu créer un 4e secteur. Ce n'est pas le Sénégal, hein, mais un peu partout même, dans les pays émergents. Par exemple, si vous allez en Malaisie, si vous allez un peu à Hong Kong, etc., le secteur de la technologie est tellement important que les gens ont tendance quand même à en faire un 4e secteur. Mais d'habitude, et de façon globale, il y a 3 secteurs. Le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Alors pour vous, je pense qu'il faut que vous ayez, n'est-ce pas, une idée très précise là-dessus. Hein. Pour vous, vous serez plus dans une dynamique quand même de faire en sorte que le secteur primaire et le secteur secondaire puissent être des leviers, n'est-ce pas, du développement économique. C'est pourquoi on compte beaucoup sur vous dans l'élaboration de vos projets. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un projet qui est dans un secteur prioritaire, mais qui ne dégage pas de valeur ajoutée. Vous savez, c'est le problème actuellement quand vous voyez la configuration économique.
Nous avons un secteur primaire qui occupe 70% de la population, plus de 70%. Mais malheureusement qui contribue très peu dans le PIB. Donc ça veut dire que la démarche quand même la démarche d'anticipation, la démarche également de participation ou de contribution de ces secteurs-là doit être revue. Vous occupez 70% de l'activité économique. Et malheureusement, c'est le secteur qui participe moins à la valeur ajoutée. Parce que le PIB, ce n'est rien d'autre que la somme des valeurs ajoutées. Donc, j'espère que vous, en tant qu'entrepreneur modèle, vous aurez à participer à ce renversement de la situation. Actuellement, le secteur qui porte l'économie sénégalaise, c'est plus le secteur secondaire et le secteur... Alors que je vous ai dit que le secteur tertiaire, c'est un secteur qui est extraverti. C'est les multinationales, on ne va pas citer des noms, mais c'est des grandes entreprises qui ont tendance à dégager beaucoup de valeur ajoutée, mais malheureusement, il y a des transferts courants après des revenus. L'argent ne reste pas. Alors qu'on veut quand même faire en sorte qu'on puisse avoir des entrepreneurs vraiment nationaux qui sont capables d'être plus tard même des champions nationaux. Tous les pays en tout cas qui ont porté une attention particulière, n'est-ce pas, à l'économie, à l'entreprise locale, c'est des pays, n'est-ce pas, qui sont en développement. Je vous ai cité le cas de l'Allemagne, le cas également des pays asiatiques, tout ça, oui, allez-y. C'est des pays qui comptent beaucoup sur l'expertise locale, oui. Oui, micro. Oui, allez-y. Bonjour. Par rapport à la classification, pourrait-on pas intégrer le critère d'aspect privé et public? Quand on sait qu'il y a des entreprises publiques qui appartiennent à l'État, et ces entreprises publiques aujourd'hui ont une grande place dans l'économie mondiale. Quand on sait par exemple, dans un pays comme la Chine, les entreprises publiques dominent presque dans tous les secteurs. Et elles ont un rang vraiment bien apprécié au niveau mondial même, dans presque tous les niveaux. Est-ce que ce critère-là d'aspect privé et public ne peut-il pas être un critère de classification? Mais pourquoi en fait c'est difficile d'intégrer ces critères-là? Parce que ce n'est pas aussi homogène que vous le pensez. Vous savez, il y a cette classification selon l'appartenance publique-privée et hybride. Hein. Vous pouvez voir une entreprise qui n'est pas totalement publique ou qui n'est pas totalement privée. Et moi, en tout cas, je suis partisan de ceux qui pensent qu'il faut peut-être que l'État se désengage de moins en moins et laisser la place, n'est-ce pas, au privé. Vous savez, l'activité économique, ce n'est pas l'État. L'État impulse, fait des politiques, etc. Mais si on parle du moteur de la croissance, c'est le secteur privé. L'État n'a pas une vocation de créer des entreprises, sauf les entreprises souveraines dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'assainissement, etc. Ça, c'est des domaines régaliens de l'État. Stratégique. Stratégique, c'est ça. Mais si on parle vraiment de l'aspect concurrence, compétitivité, l'État n'a pas sa place. En tout cas, moi, jusqu'à la preuve du contraire, si on peut dire le contraire, mais l'État doit laisser la place au secteur privé. L'État ne doit pas être un concurrent pour le secteur privé. D'accord, je suis parfaitement d'accord avec votre point de vue. Parce que les secteurs stratégiques doivent être vraiment, en tout cas, dominés par l'État. Oui. Et ce que la Chine a fait, dans la haute technologie, c'est les entreprises publiques qui détiennent vraiment comment dire, la dominance. Et aujourd'hui, en Afrique, c'est tout à fait le contraire. Absolument. Les mines, c'est les exploitants étrangers, les compagnies étrangères qui exploitent. Et finalement, on se demande, les États, où est-ce qu'ils vont trouver en tout cas leur pouvoir? Absolument. Parce que quand ce secteur-là est dominé, l'État forcément sera sous la domination. Absolument. Et vous savez, il y a peut-être même une règle qu'il faut bien voir, c'est que quand l'État met en place une entreprise, elle va donner des subventions. Vous savez, la subvention d'investissement ou d'exploitation, c'est le premier obstacle à la concurrence. Parce que quand vous subventionnez, économiquement, c'est comme si vous cachez
des coûts de production qui devraient être élevés. Parce que dès l'instant où vous subventionnez, ça veut dire que vous créez ce qu'on appelle une concurrence déloyale, n'est-ce pas, entre les acteurs. Vous serez moins cher, vous coûtez moins cher, parce que vous avez bénéficié de subventions. Vous allez donner un produit, n'est-ce pas, qui va coûter moins cher, n'est-ce pas, sur le marché. Ce qui veut dire que donc, dans la production et dans la vente, l'État risque de se positionner, n'est-ce pas, en tant que concurrent. Et le problème, c'est que ça risque de tuer même les entreprises nationales. Ça aussi, je pense que, en tout cas, il faut savoir que l'État n'a pas une vocation, ou ne doit pas avoir la vocation, n'est-ce pas, de concurrencer le secteur privé. Si on a développé le système des PPP, c'est pour un peu quand même soutenir le secteur privé, mais l'État est juste là, n'est-ce pas, en tant qu'actionnaire minoritaire ou peut-être même majoritaire. Vous voyez, hein, la construction des autoroutes à péage, beaucoup d'initiatives que l'État a mis en place, mais c'est juste, n'est-ce pas, pour un peu stimuler le secteur privé. Ok, l'État aussi ne doit pas financer le secteur privé. Moi, je suis... hein, il peut mettre en place des mécanismes qui permettent de faciliter un peu le financement du secteur privé. Vous voyez un peu? Bon, voilà. Parce que quand l'État finance, dans la conception des gens, l'argent que l'État finance, les gens, c'est l'argent qui appartient à tout le monde. Non? Donc le fait de financer telle entreprise ou d'autres, ça crée un peu une concurrence déloyale. Alors l'État peut mettre en place des mécanismes. Au Sénégal, il y a plusieurs mécanismes, le FONGIP, la DER, etc. C'est des mécanismes de facilitation. Facilitation pour l'accès au crédit. Mais l'État n'a pas la vocation, en tout cas, de financer directement une entreprise. Parce que dans la conception des gens, dès l'instant que c'est de l'argent public, c'est de l'argent perdu. On a eu des expériences dans le passé où on finance, n'est-ce pas, un promoteur, on considère que c'est de l'argent perdu et l'État même a du mal à procéder au recouvrement. Mais on peut mettre en place des mécanismes qui permettent un peu de réduire les contraintes de garantie, de réduire les taux d'intérêt. C'est ce que l'État actuellement est en train de faire. Les mécanismes tels que la DER, le FONGIP, on peut en parler parce que c'est des aspects positifs, hein, cette fois-ci. Ah, M. Diédiou, c'est des aspects positifs, on peut en parler. Que ce soit le FONGIP ou la DER, ou même le FONSIS, ou même d'autres leviers, c'est des structures qui permettent un peu, soit de bonifier le taux. C'est-à-dire, le problème que vous avez tous, c'est un taux d'intérêt qui est élevé devant les banques. Les banques vous proposent 15%, 24%. Mais avec, par exemple, un dispositif tel que la DER ou les autres mécanismes, il est possible d'avoir un accès au crédit pour des taux bonifiés. Parce que dès l'instant où l'État met en place des lignes de crédit qui peuvent être mises à la disposition des institutions financières, ça veut dire que ces institutions financières ne vont pas appliquer le taux d'intérêt. Parce que c'est des ressources maintenant qui vont coûter moins cher. Sur la garantie aussi, c'est la même chose. L'État dit, je prends 80% des garanties, alors que vous, promoteurs, vous devez les prendre. C'est un aspect extrêmement important. Ça, c'est plus important même que l'argent qu'on vous donne directement. Oui? Bien entendu qu'aux comparaisons n'est pas raison. Oui. Donc, qu'est-ce qui justifie que si on fait un peu la remarque au niveau des pays industriels d'Europe, d'Amérique, donc qu'est-ce qui justifie le fait que leur État subventionne les entreprises du secteur primaire et secondaire, ce qui fait que sur le marché international, ils sont plus compétitifs par rapport aux entrepreneurs qui viennent d'Afrique. Bonne donc, question. Du coup, c'est une compétitivité au niveau international. Ce n'est plus des aspects de nationalisme à l'intérieur. Hein. Je vous dis, si vous prenez par exemple le cas entre l'Europe et l'Union européenne et les États-Unis, la guerre c'était ça. C'est-à-dire les États-Unis avaient subventionné les agriculteurs, surtout dans le domaine du coton. Alors, vous savez que c'est des pays qui utilisent plus ce qu'on appelle une guerre économique. Ce n'est plus quand même une subvention pour soutenir juste le secteur privé local. Mais c'est juste, n'est-ce pas, des initiatives qui vont contribuer à avoir une compétitivité commerciale au niveau extérieur. Vous savez, ça c'est l'objectif qui est différent. L'objectif ici, c'est de ne pas se dire que je soutiens, n'est-ce pas, telle entreprise ou telle entreprise au niveau local.
mais c'était des objectifs de compétitivité au niveau international. Et tous les pays le font, hein, tous les grands pays industrialisés. Le Japon, je vous donne un exemple très simple. Si vous voulez, comment dirais-je, je suis au Japon, faire entrer la viande au Japon, on vous taxe 200%. C'est une façon de protectionnisme débordant qui ne dit pas ça. Pourquoi? Parce qu'on veut conserver les entreprises qui évoluent dans le domaine de la viande. Vous savez, tous les pays l'appliquent. Hein. Aux États-Unis également, c'est le même cas. C'est-à-dire qu'ils subventionnent les agriculteurs dans l'optique que ces agriculteurs puissent produire quand même moins cher, n'est-ce pas, au niveau international. C'était le débat entre les États-Unis et l'Union européenne. Le débat entre l'euro et le dollar s'est transposé même à ce niveau. Parce qu'on parlait d'un euro qui coûtait cher, contrairement au dollar qui était moins cher. Parce que la monnaie n'est rien d'autre que ça. Plus vous avez une monnaie qui coûte moins cher, plus vous êtes compétitif au niveau international. Et à chaque fois que le dollar, n'est-ce pas, connaissait une baisse, dans l'Union européenne, les pays européens faisaient appliquer une subvention. Parce que comme l'euro ne pouvait pas fluctuer au niveau international, donc le levier de compétitivité, ce n'était plus la monnaie, mais c'était la subvention au niveau, n'est-ce pas, des producteurs, de lait et de produits agricoles. Donc c'est un pari de compétitivité commerciale et non pas de compétitivité au niveau national. Nous, nos États doivent aller dans ce sens. Hein. C'est-à-dire faire en sorte que vous ne devez pas quand même peut-être concurrencer le secteur privé, mais vous devez mettre en place des leviers qui permettent un peu de soutenir le secteur privé. Vous parlez des subventions, mais le meilleur moyen d'appuyer, n'est-ce pas, une entreprise, c'est de faciliter l'accès au financement. Parce que dès l'instant où l'argent coûte moins cher, ça va se répercuter sur les charges d'exploitation et ça permet à l'entreprise d'investir davantage. C'est ça aussi. Oui, très bien. C'est bon? Voilà. Oui, dernière... On y va? Dernière observation avant qu'on... Bonjour. Oui, bonjour. C'est ça, les Faye. Oui, M. Faye, oui. J'ai une question, je ne sais pas, question ou suggestion. Oui, allez-y. Si vous voyez ici au Sénégal, la majeure partie des gros marchés, c'est réservé aux étrangers. Si vous voyez le nouvel stade... Ne citez pas de société. Hein. Non, je ne vais pas citer de société. Relevez le micro un peu. Relevez le micro, aussi. Les gros marchés sont réservés aux entreprises qui viennent de l'extérieur, au détriment des entreprises qui sont ici au Sénégal. Supposons, la fois passée, j'ai suivi une émission à la télé et le responsable du BTP, le secrétaire général des syndicats du BTP, il disait que l'État doit aux entreprises nationales qui évoluent dans le domaine du BTP d'une dette qui tourne autour de 300 milliards. 250 milliards. 250 milliards. Et c'est ce qui favorise le licenciement de plus de 200 personnes qui travaillent dans une entreprise. Oui, qu'on a tous suivi, oui. Oui. Hein? Et pour motif économique. Hein. Mais je pense que c'est l'État qui est responsable de tout ça. En partie, hein. Il donne des marchés aux entreprises qui sont des entreprises étrangères, au détriment des entreprises qui sont au niveau national. Et ces entreprises-là ont le paquet technologique et aussi ils ont les moyens pour prendre les marchés qui sont ici au Sénégal, comme la construction des stades qui sera à Diamniadio et d'autres marchés. Je crois que l'État doit appuyer ces entreprises au détriment des entreprises qui viennent de l'extérieur. Oui, bon, en fait, vous avez fait une profession de foi parce que je sais que vous êtes entrepreneur et vous évoluez dans quel domaine? Agronomie. Agronomie, d'accord, très bien. Alors, moi, je suis plus dans l'optique de tenir l'argument suivant. Les gros marchés tels que les marchés du domaine des BTP, c'est quand même des domaines qui sont très
très spécifique. C'est-à-dire, vous demandez à une entreprise sénégalaise de construire une autoroute à péage, il faut une expertise technique. C'est souvent le problème. Je vous dis hein, ce qu'il en est. Le problème des PME sénégalaises, c'est qu'il y a un problème d'expertise technique. D'expertise technique, il faut le dire. Oui, je termine. Alors, l'autre aspect qui est important, c'est que quand vous voulez mettre en place des infrastructures qui doivent être opérationnelles dans le temps et dans l'espace, il y a un aspect important, c'est le respect des délais de livraison. Tout ça, on peut le lier à l'expertise technique. L'autre contrainte, il faut le dire, c'est l'expertise financière. C'est-à-dire, même si l'État ne vous paye pas, attendez, une grande entreprise, par exemple, qui évolue dans le domaine du BTP au Sénégal, dans les conditions d'accès à ce marché-là, on vous précise que vous avez, n'est-ce pas, un acompte de démarrage. Alors, quand on vous donne un acompte plus tard, on va vérifier si le marché est bien exécuté, etc., bien livré, etc. Et donc, avant même de percevoir l'autre contrainte, l'autre acompte, l'État aura à faire un certain nombre de vérifications, n'est-ce pas, nécessaires. OK, requises. Au-delà de ça, quand vous travaillez avec un État, il faut savoir gérer également les contraintes de remboursement de l'État. Il n'y a aucun État au monde qui peut vous dire, vous finissez, n'est-ce pas, vos travaux aujourd'hui, je vous paye aujourd'hui. Il n'y a pas ça. Vous avez tous vu le cas de la Grèce. Hein? Un État qui est tombé en faillite. Le budget d'un État marche sur des prévisions. Un budget de l'État marche sur des prévisions. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas garantir à un entrepreneur qui sera payé aujourd'hui. Donc, ce que vous pouvez faire en tant qu'entreprise, c'est de diversifier votre portefeuille quand même de clients. Le portefeuille de clients ne doit pas se reposer uniquement sur l'État, mais faire en sorte que dans votre stratégie d'intervention, que vous soyez au Sénégal, que vous essayez d'être même dans la sous-région ou de travailler avec les autres acteurs autres que l'État. Ça aussi, il faut le dire. Hein. Le risque opérationnel ou le risque de contrepartie ne doit pas seulement être orienté au niveau de l'État. OK? Donc, pour récapituler, il y a le problème de l'expertise technique. Souvent, beaucoup d'entreprises de BTP sont obligées de s'allier avec des entreprises internationales. Il faut le dire. Hein? Parce que vous gagnez le marché, mais vous n'avez pas la capacité technique qui vous permet d'exécuter le marché. C'est bon? Oui, dernière préoccupation. Bon, on va maintenant, ça a été long, mais bon, c'était bon quand même de faire ce petit débriefing. Maintenant, on va rapidement, je vais vous donner une quinzaine de minutes, hein, c'était prévu pour 30 minutes, mais 15 minutes pour que chacun puisse répondre, n'est-ce pas? Je préfère, bon, je ne sais pas si, est-ce que on peut faire des groupes, hein? C'est plus efficace, non? Pour aller vite, hein? Alors, s'il vous plaît, pour une démarche beaucoup plus, il faut que dans chaque groupe, que vous identifiez le maximum de types d'organisation. OK? Vous voyez un peu? Je pense que, et puis voilà, pour les autres questions, vous faites de même. Hein? Alors, pour les critères, les qualités des managers, 3 critères, hein? 3 qualités. Il faut me donner juste 3 qualités pour chaque groupe. Hein? OK? Les 3 principales qualités. Bon, on va corriger, c'est bon? Oui, c'est bon. Bon, voilà. Donc, rapidement, pour, s'il vous plaît, on peut passer à... S'il vous plaît, on peut passer à la correction. On peut passer à la correction. Maintenant, je vais demander au groupe 1 un peu d'intervenir, comme ça. Vous êtes le groupe 1, hein? Oui. D'accord. Voilà. S'il vous plaît, votre attention. Donc, on écoute le groupe 1. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, nous, on a travaillé sur le projet Sienna-Legion. Je ne sais pas là, c'est ce qui est à l'origine de la division de ces groupes. Oui. On travaille sur un projet. Donc, pour la question 1, on a décidé de prendre le même projet. Très bien, super. Donc, c'est une SARL, donc une société à responsabilité limitée. Donc, ce choix se justifie par la pluralité des associés d'abord. Ensuite, vous êtes combien? Il faut dire pluralité, vous êtes combien? On est 15. 15, d'accord, ouais. Très bien. Donc ensuite, la société elle est hiérarchiquement structurée.
Donc, quand un PDG, ses associés en plus des employés. Donc, comme vous le savez, la responsabilité de chacun est limitée. Et, en SARL, on parle de gérant. De gérant. Gérant, oui. D'accord. Donc, on a un gérant, ses associés et les employés. On est au nombre de 15 et ce qui fait de l'entreprise une petite entreprise. On a eu à déceler... Une petite entreprise, combien? Vous dites 15, hein? 15. D'accord, très bien, super. La classification selon, d'accord. On a eu à déceler deux points qu'on trouve négatifs en ce qui concerne la SARL. Donc d'abord la prise de décision collective. Ah, vous pensez que c'est négatif? Oui, parce que... Pourquoi? Dans quel sens? Dans le sens où il sera un peu difficile de trouver peut-être une décision unanime peut-être pour toute l'entreprise si tout le monde donne des idées différentes. Vous pensez qu'il y a des associés qui peuvent être des têtes brûlées, excusez-moi. Ouais, pourquoi pas? Hein? Non, c'est juste ça. Hein? Mais est-ce que ce n'est pas un facteur également... un facteur relativement positif pour la bonne marche de l'entreprise? Oui, c'est assez positif, mais il y a quand même des limites. D'accord, donc vous pensez que c'est assez... D'accord, très bien. Et le second point, c'est notre chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 500 millions. Donc on trouve ça aussi assez négatif parce qu'on ne pourra pas passer de SARL à SA. D'accord. Mais quel est l'intérêt de vouloir passer SARL à SA? Ah, il faut voir, hein, parce que ça ne sert à rien de vouloir faire la mutation juridique alors que vous n'avez pas la justification. Hein? Entrer en bourse. Oh là là. Je pense pas que ça puisse être quand même une bonne initiative. Hein. Ça doit être le moins 1, pardon? Oui. Pour une SA, dès que ça dépasse 500 millions, il faut passer en SA, non? Et vous avez 500 millions en annuel, hein? Annuel. C'est annuel, oui. C'est annuel. Ah. Non, c'est pas ça. On s'est dit que si par exemple la conjoncture économique, elle est bonne, on arrive à trouver par exemple une technologie nouvelle, on pourrait peut-être vendre plus, parce qu'on avait déjà choisi le nombre de tonnes qu'on allait produire à l'année. Vous êtes dans quel domaine même? Rappelez-moi ça. En fait, on fabrique de l'aliment pour les poissons. D'accord, pour du poisson, super. Et quels sont vos clients? Je suis en train d'anticiper sur les questions de Déméco. Oui, tout le monde peut rebondir hein, dans le... Au groupe 2. Tout à l'heure, en fait, elle avait souligné que pourquoi on veut aller sur ça, c'est que aussi l'ambition c'est de contrôler en fait le marché dans l'Afrique de l'Ouest aussi. C'est une ambition de contrôle aussi parce que. D'accord, ça je suis d'accord avec vous. Voilà. Une ambition de contrôle, ça c'est important, oui. D'accord. Et comment vous allez vous déployer au niveau des régions? Vous allez créer d'autres filiales ou expliquez-moi. Voilà, comme c'est une entreprise de production, donc on va avoir des boutiques. Très bien. Des boutiques. C'est mieux que de créer d'autres filiales de production. Surtout, en fait, nous sommes à Richard-Toll, mais la pisciculture, ce n'est pas tout simplement Richard-Toll. Il y a la Casamance et les autres régions. Nous aurons des boutiques partout au Sénégal. Ou des succursales, comme on disait hier. Voilà. Très bien, super. Super. Voilà, la deuxième question, c'est la classification de l'entreprise, en fait. Là, selon l'activité, c'est une entreprise de production. Oui. De production d'aliments, de poissons. Oui. À base de goé. Oui. Donc, et vous ne faites pas de distribution? On fait la distribution, voilà, on fait de la distribution. Parce que la production, c'est... Dans la catégorisation, vous avez la production, la distribution et la commercialisation. On a même souligné ça. C'est une entreprise de production, de distribution et de commercialisation. Super, très bien. Voilà, et le secteur qu'on évolue, c'est dans le secteur secondaire, parce que c'est un secteur, en fait, c'est une transformation de... Très bien. Ça, c'est très bien vu. Hein. Ils sont dans le secteur secondaire, ça c'est bien, oui. Très bien. Et selon l'importance, c'est qu'on recrute plus de 15 personnes avec un chiffre d'affaires de 237 600 000 francs pour une contribution de 0,02% dans le secteur secondaire, dans le PIB du secteur secondaire. Ah oui, super. 0,02, c'est-à-dire 2%. Voilà. Très bien, super. Voilà. Et vous vous considérez comme une entreprise moyenne ou très petite? C'est une petite entreprise parce que 237 millions... D'accord. Donc retenez que quand vous agissez en millions de chiffre d'affaires, vous êtes une très petite entreprise avec un effectif qui ne dépasse pas combien?
Mais ça, c'est le chiffre annuel. C'est-à-dire notre première année de production, c'est ça, c'est 237. Mais notre ambition dépasse les 237 parce que sur 5 ans, on va atteindre les 1 milliard. 1 milliard jusqu'à 2 milliards. Très bien, en tenant compte de la conjoncture. Voilà. Et que aussi, ce qui nous n'avons pas en fait de concurrents à ce niveau. À ce niveau. Vous avez bien fait la veille, tout ça? Nous avons fait la veille et qu'on voit que le marché est favorable et qu'on peut booster les choses. Très bien, super. Voilà. Vous êtes combatif, hein? C'est bien. Troisième question, c'est très bien. Bonjour. Bonjour. Pour la question 3, on a jugé nécessaire de miser d'abord sur le management intermédiaire. Comme c'est une société... Qu'est-ce que vous entendez par management intermédiaire? Pour les gens qui n'étaient pas là, nous on comprend. Est-ce que vous pouvez leur expliquer à quoi consiste le management intermédiaire? D'accord. C'est un mode de management où il y a une hiérarchisation des tâches. Comme c'est une société à responsabilité limitée, on a jugé nécessaire de miser sur ça. D'accord. Vous avez le gérant, si je comprends. Ensuite, il y a après qui? Au-dessous, il y a qui? Il y a les unités de production. Unités de production. On va les appeler les centres opérationnels. Et ensuite, à la troisième ligne, on a les ouvriers. D'accord. Est-ce que les ouvriers ne sont pas dans le centre opérationnel? Ils sont là-dedans. Oui. C'est ça? Vous voyez un peu? Donc ça veut dire que la gérance agit directement sur le centre opérationnel. C'est votre option. Hein? Moi, ça peut marcher parce que ça permet un peu de créer la proximité entre vous, dirigeants, et maintenant, comme vous êtes une SARL, est-ce qu'il n'y a pas matière à avoir ce qu'on appelle un organe qui vous supervise? Oui, ultérieurement. Pas ultérieurement, c'est une exigence. Vous ne pouvez pas avoir des associés qui mettent leur argent alors qu'il n'y a pas quand même un organe qui... Hein, je pense qu'il faut le prévoir. OK? Oui. Une sorte de conseil d'Oriane, de conseil d'administration, OK? Composé des associés, mais également des salariés. OK? Il faut le prévoir. OK? Oui. Comme vous avez cette option de SARL. OK? Oui. Il faut bien le noter. Comité de surveillance ou d'administration, gérance, ensuite le centre opérationnel. Très bien. Dernière question. C'est bien, hein? C'est très bien. Voilà, nous, c'était la question numéro 4. C'est une question piège, hein, voilà. Ou des questions pièges. Vos qualités. 3 de vos qualités de manager qui pourraient construire donc des facteurs de succès. Est-ce qu'on peut s'entendre là, oui? Donc, la qualité première, ou en tout cas la première qualité que doit avoir un manager, nous avons dit que ça doit être la confiance en soi. Donc, pour nous, un manager doit avoir confiance en lui. C'est-à-dire qu'il a son idée, il s'imprègne de son idée, et ce n'est pas parce que dans son environnement immédiat, quelqu'un a réussi dans un autre domaine qu'il va effectivement faire du mimétisme. Donc, il doit avoir une confiance en soi. S'il vous plaît. Important, la confiance en soi. Voilà. La qualité numéro 2, nous avons dit que ça doit être le sens des opportunités. Donc, un bon manager doit avoir le sens des opportunités. Très bien. Donc, avoir le sens des opportunités, c'est également avoir la capacité d'écoute. Par exemple, quelqu'un qui n'écoute pas, donc il ne peut pas saisir des opportunités qui se présentent dans son environnement. Parce que celui qui n'écoute pas, il va droit, il va et puis il va cogner le mur et puis il revient. C'est ça le problème. Il faut savoir écouter ses collaborateurs. D'autant plus que vous avez une option de SARL. Il faut écouter chaque associé. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, moi, je ne considère pas le fait d'avoir des associés comme une contrainte. Au contraire, même ça vous motive à aller dans la collégialité dans la gestion. Et la qualité numéro 3, pour nous, c'est que le manager, il n'abandonne jamais. Ce n'est pas parce que les débuts ont été difficiles, il doit être téméraire. Il est tenace et il n'abandonne jamais. Très bien. Donc, ce que nous sommes, c'est 3 qualités qui sont très importantes. En tout cas, oui? Ah, vous complétez? Oui, allez-y, bien sûr. Après, quand on sort du groupe, vous allez prendre la parole, quoi. C'est ça? En fait, j'aurais ajouté aussi la créativité. Parce qu'on a décidé de créer de l'aliment de poisson, mais on a intégré quelque chose de nouvel, c'est-à-dire du goé. L'innovation. L'innovation. Très bien. Donc, ça aussi, et cette innovation-là va vous servir parce que n'oublions pas qu'après la phase de maturité, il faut penser à la phase de déclin. Et ça, maintenant, c'est l'occasion d'être créatif et d'être innovant. OK, très bien.
Alors, toujours pour le premier groupe, donc on a eu à traiter de 2 cas. Donc le cas de la deuxième entreprise, en fait, c'est une entreprise, un cabinet de consultance, d'accord, donc Adhamham, qui est dans tout ce qui est formation, accompagnement, audit et conseil. Oui, il y a de l'anglais. La prestation. Oui, voilà, la prestation de service. Donc, dans les domaines de projet, QHSE, qui est quand même assez d'actualité, les opérations et les risques, le management, le leadership et la dimension ISO 9001, 14001, 45001, qui est déjà de facto assez. Voilà, et qui plus est, comme cœur de métier, le pétrole et énergie, qui aussi est vraiment d'actualité avec l'échéancier prochain par rapport aux exploitations. Voilà. Et donc l'idée vraiment aujourd'hui en termes de type d'organisation, ça a été de démarrer un peu l'entreprise en 2019 comme entreprise individuelle qui permettait un peu de faire de la consultance, en même temps de tester le marché sur le réel. Et comment le pool d'experts est choisi? Est-ce que c'est des associés ou est-ce que c'est un apport en expertise, en industrie, pardon, ou est-ce que vous les contactez comme des salariés? Alors, contacter plutôt, parce que dans le milieu de la consultance, ce qu'on fait, c'est plutôt on se contacte entre nous. Voilà, donc ils se contactent entre nous. Pour le moment, c'est le business model, même s'il y a une entreprise qui a été intéressée pour s'associer. D'accord, voilà, mais il faut bien regarder parce que les valeurs, est-ce que c'est le même? Le positionnement, est-ce que c'est le même? Donc ça, il faudra bien le voir. Vous tenez beaucoup à votre cabinet, donc vous ne voulez pas partager ça avec... Non, même pas, parce que réellement, quand tu regardes, par exemple, l'autre cabinet, les prix, et comment les communications, c'est différent, c'est pas le même esprit. Voilà, donc ça après, ça va poser un problème de contrôle et de gestion interne. Donc il faut vraiment, on ne dit pas non, donc on a dit ok, on est ouvert, mais pour le moment, on va bâtir d'abord notre entreprise et après on sera déjà, après l'expertise, avec son réseau aussi, parce qu'on risque alors d'être... Est-ce que l'entrepreneur individuel a une expérience avérée dans ce domaine? Oui, c'est la première exigence. Hein. Et ça, première qualité qu'on avait dit hier, la compétence. Oui, beaucoup de compétences, on va dire, dans globalement le cœur de métier, avec 16 ans de présence dans une grande multinationale, à des postes managériels au niveau de l'opérationnel et de la direction élargie. Voilà, donc en contact avec tout le monde. Et ça va, on va le redire dans l'aspect qualité, parce que ça a été vraiment une prise de risque pour la fondatrice assez élevée, on va dire. Mais déjà, mais l'entreprise individuelle, c'est juste pour un démarrage, mais vraiment à très court terme, c'est de passer à un autre... SARL, moi je vous suggère quand vous allez passer à la transition juridique, parce que c'est sûr que dans les cabinets, on a tendance à avoir une multiplicité d'expertises. Et souvent, une expertise peut être importante, n'est-ce pas, dans un apport d'industrie, ok? Donc je pense qu'il faut peut-être dans la transition penser à une SARL. On a pensé un peu à SURL et puis après maintenant repasser vers SARL, disons d'ici un an. Le temps vraiment, parce que aussi le milieu, il faut être connaisseur, il faut savoir ce qu'on fait. Oui, mais vous sélectionnez dans la shortlist, voilà, vous connaissez dans la shortlist. D'accord. On peut rassurer davantage les associés. Les associés, d'accord. Alors, en termes de classement d'entreprise, l'activité, ce sont les services, le secteur, le tertiaire. Oui, les services, on a bien compris. La consultance, c'est dans le secteur des services. Hein. Éducation, santé, transport, banque, compagnie d'assurance, tout ça, commerce, tout ça, c'est dans les services. On est d'accord? Voilà. Alors, suivant l'importance, en tout cas à moyen terme, c'est sûr qu'on sera à moins de 20. Voilà, donc... Toujours très petite entreprise. Voilà, pour le moment, mais vraiment avec une vision assez large, non seulement nationale, sous-régionale et pourquoi pas internationale. Et ça, déjà, on a eu à signer un partenariat avec un organisme canadien, international, reconnu dans tout ce qui est certification et qui nous permet de dérouler des certifications. Un partenaire. Voilà, canadien. Canadien. Alors comment il va faire? Il va prendre des parts d'action ou il va juste... Non, ils sont assez libéraux, c'est intéressant. Donc on signe un accord et après on peut utiliser leur plateforme. Et dès qu'on fait les formations suivant les packs qu'ils nous donnent, après la certification est gérée directement. Donc le gars la personne qui a été certifiée dispose d'un certificat canadien international et c'est important pour le pétrole et le gaz. C'est un label, oui, tout à fait. Voilà. Et saisir les opportunités à venir. C'est important. Oui. Et s'y préparer dès maintenant. Et s'y préparer. La démarche d'intelligence économique. On se prépare, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, les métiers de l'avenir, pour les
activités à venir. Ça aussi, il faut le savoir. Le mauvais manager, c'est celui qui pense qu'il doit subir, n'est-ce pas, son environnement. Et ça, si vous le faites, vous allez tomber toujours sur de mauvaises surprises. Et ça nous fait une très bonne transition par rapport aux qualités. Alors, la première qu'on va citer, au-delà de celle que vous avez dite, c'est la prise de risque. Parce que vraiment, quand la fondatrice a pris la décision de démissionner d'une grande multinationale pétrolière, où vraiment la fondatrice était très en vue pour aller même occuper des positions au niveau de l'équipe centrale, qui discutait vraiment avec le PDG, etc. Donc vraiment, c'était assez difficile à comprendre. Voilà. Par contre, c'était un risque calculé. Parce que la personne avait en vue l'échéancier par rapport au pétrole et donc par rapport à un marché beaucoup plus grand. Très bien. Voilà, financièrement, il s'est préparé. D'accord, il savait qu'elle avait les bagages intellectuels pour pouvoir se remettre dans un autre chemin, sur un autre chemin. Et ça appelle aussi un autre point, c'est la connaissance. Parce qu'elle a décidé d'aller faire d'autres cours. Pour compléter un peu la palette. Plus international quand même. Et entre-temps, elle a pris des certifications, dont des certifications canadiennes. Donc, qui lui donne aujourd'hui comme formatrice. Et tout ça devant le bailleur, c'est important. Tout ça devant le bailleur, c'est important. Dans le module même des stratégies de financement, on serait dans cette situation. Un des groupes sera considéré comme les bailleurs de fonds et l'autre groupe est considéré comme les promoteurs. Vous verrez que donc cette négociation, elle est importante et dans le sens où l'entrepreneur doit se sentir à l'aise quand il parle de son projet. C'est important. Évitez quand même d'être, n'est-ce pas, en suspense de beaucoup de questions et de réponses quand vous êtes devant le bailleur. Il faut lui montrer que vous connaissez votre projet mieux que lui. Et non le contraire. Le contraire va vous exposer à un refus catégorique. Ça aussi, c'est vraiment un esprit à bien intégrer dans le pouvoir de négociation entre le banquier. Ça veut dire que même devant le banquier ou un bailleur de fonds, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Le crédit, c'est une faveur, ce n'est pas un droit. La faveur, c'est que la banque vous confie, n'est-ce pas, ses fonds parce qu'elle a confiance en vous. Ce n'est pas un droit parce qu'il peut refuser comme il peut accepter. S'il refuse, c'est qu'il a des raisons, parce qu'il a des doutes sur la viabilité de votre projet. Mais quand vous parlez que vous êtes passionné, là, il ne peut pas vous arrêter. Il cherche toujours, n'est-ce pas, les bons arguments pour vous capter davantage. Voilà, très bien. Donc aujourd'hui, juste pour exemple, la fondatrice est formatrice internationale, voilà, donc labellisée par un grand groupe international. Donc elle peut faire des formations santé sécurité ISO à l'international, dans n'importe quel pays. Très bien. Voilà. Avec le background 16 ans, pétrole, énergie. Super. Voilà. Et puis on en vient à la dernière qualité. Pour ne citer que celle-là, l'image. Voilà, donc la fondatrice aujourd'hui est forte d'un réseau de plus de 10 000 personnes au niveau du réseau professionnel LinkedIn, tout à fait, où elle est très active et reconnue internationalement. Voilà. Super. En tout cas, c'est bien. Je demande à féliciter le groupe, hein, parce que vraiment, ils ont très bien travaillé. J'espère que les autres groupes vont faire de même. Hein. Vraiment, ça a été très bien. Ça a été très bien. Vous avez très bien quand même répondu aux questions. Bon, j'espère que le groupe 2 va faire de même. Hein.